L'hypocrisie dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Hypocrisie dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de questions publiques. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Tel est le leitmotiv de cette émission où nous réfléchissons avec des éminents invités pour le développement de la République démocratique du Congo. Merci à tous, à ces techniciens qui font un travail énorme pour la réalisation de cette émission. Et merci à ce public, des étudiants qui viennent participer à cette émission, à poser des questions et réfléchir sur le développement de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, 53 ans après, où sommes-nous? Qu'avons-nous fait de l'indépendance? Décryptage de la situation socio-économico-politique de la RDC et éventuellement analyse de l'actualité dans cette émission avec un invité de marque, une figure de proue du politique en République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sous vos applaudissements, le président de l'Union pour la Nation congolaise, Vital Kamerhe. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vital Kamerhe, président de l'UNC, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comment me sentir? Donc, je ne peux pas avoir un sentiment tout à fait personnel sans penser au peuple congolais pour lequel nous menons une lutte sans relâche. Et nous savons qu'à ce moment, notre pensée d'abord, c'est vis-à-vis des populations de l'Est de la République démocratique du Congo qui continuent à subir des affres de cette guerre injuste. Viol, violence faite à la femme, meurtre, déplacement des populations. Pendant que nous faisons cette émission, il y a des gens qui passent des nuits à la Belle Étoile. Nous pensons au Nord Katanga où il y a insécurité chaque jour. Mais nous pensons aussi à l'ensemble du peuple congolais qui est au fait avec nous tous le dernier selon l'indice du développement humain. Donc il y a des problèmes dans notre pays et en tant que politique congolais, je ne peux pas dire que je me sens très bien dans ma peau. Vous posez le pied dans le plat, mais avant d'y arriver, l'émission en deux parties. Première partie, on s'entretient avec vous. Deuxième partie, vous allez vous entretenir avec les étudiants. 53 ans après, nous allons commémorer avec faste l'indépendance du pays. Mais lorsque vous regardez l'environnement congolais 53 ans après, qu'avons-nous fait de cette indépendance? D'abord, il faut bien définir l'indépendance. En dehors de toute définition classique, l'indépendance, c'est une conquête. Donc, on a conquis la souveraineté nationale. C'est pour que nous puissions nous-mêmes, avec une vision éclairée, partagée par tout le monde, faire de notre pays ce que nous voulons de plus beau sur la terre. Ceci est l'ambition de chaque pays. Et nous disons 53 ans après, quand nous faisons ces conquêtes, nous voyons que nous allons de conquête en conquête sans arriver. Parce que le Congo est resté un pays sous perfusion. Nous vivons en pensant toujours à l'étranger sur le plan de la production, sur le plan même de la réflexion politique. Tant que l'idée ne vient pas de l'étranger et n'est pas prise au sérieux au pays, nous sommes encore sous perfusion sur le plan économique parce que tous les modèles que nous pratiquons aujourd'hui, soit ils nous sont imposés ou alors dans nos différents budgets, c'est l'extérieur qui intervient plus que nos propres efforts au plan interne. Et nous disons qu'il y a du travail. C'est la résultante de quoi? C'est la résultante d'abord de l'absence d'un leadership responsable, rassembleur. Parce que les Congolais, c'est comme s'ils étaient entendus pour ne jamais s'entendre. Nous avons eu l'indépendance, mais nous avons exactement pris la place du colon. Et le colon a été remplacé par une autre race de Congolais qui marginalise et paupérise le peuple congolais et le place dans des conditions misérables, infrahumaines,
c'est pas pire que les conditions de la colonisation. La seule différence... Fanon qui disait la guerre du colonisateur et le colonisé, ce sera le colonisé entre eux. Oui, ça c'était la prophétie de Frantz Fanon, mais je ne voudrais pas généraliser. Puisque dans certains pays qui ont été colonisés, le Brésil a été colonisé. Aujourd'hui, c'est le colonisateur qui va vers le Brésil pour aller rechercher des solutions à ces problèmes. Et le Congo était bien capable de le faire. Nous avons les mêmes ressources naturelles, la même configuration géographique et peut-être à 30% la même culture. Donc il y a un problème de leadership, je le dis très bien. Et depuis 1960, nous avons d'abord manqué de vision. Lumumba a parlé du Grand Congo. Mais ça a été concrétisé par quelle théorie sur le plan pratique? Carence. Alors, mettons le pied dans le plat. 53 ans après, vous avez parlé de la situation de l'Est, une situation très dramatique, beaucoup de morts. C'est quand même curieux qu'aujourd'hui on ne parle pas de génocide. Alors, il y a aussi les Bakata Katanga qui menacent de l'autre côté. Qu'est-ce qui explique à cette résurgence de cette situation, surtout dans l'Est? Je rappelle ici que vous aviez été dans des commissions pour pouvoir résorber cette crise, mais aujourd'hui nous en sommes où par rapport à cette situation, à ceux qui vous suivent de l'autre côté? D'abord, il faut rappeler la genèse. Nous sommes partis d'où? Quel est l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, d'abord, c'est l'assassinat du président Habyarimana et du président du Burundi, qui étaient dans le même avion, le Falcon, du président rwandais, après la signature de l'accord d'Arusha, le 6 juin 1994. Et le 7 juin 1994, le génocide se déclenche au Rwanda. Et bien entendu, devant des missions des Nations Unies, s'il vous plaît. La Minoire et, plus tard, quelques jours après, la turquoise. Mais nous avons le déferlement sur le territoire congolais de 2 millions de réfugiés Hutus rwandais, mais parmi lesquels les ex-FAR, c'est-à-dire les anciens militaires de l'armée de fait au Rwanda. Là, il y a eu un péché très grave. Dysfonctionnement du système des Nations Unies. Parce que la règle est simple. Les militaires ne peuvent pas traverser la frontière qui est gardée par les forces des Nations Unies avec armes et munitions et même avec des mortiers. Ils entrent au Congo. Deuxième erreur, il fallait séparer les militaires des civils. Puisqu'au niveau de l'Organisation planétaire des Nations Unies, les deux types de réfugiés ne bénéficient pas de la même attention et ne sont pas gérés par le même organisme. Donc il fallait confier au HCR les réfugiés civils et à l'autre organisme chargé de gérer les militaires, l'organisme, disons, les militaires. Mais il s'est posé un troisième problème, puisque les Nations Unies ont dit non. Les Rwandais et les Zaïre de l'époque n'étaient pas en guerre. Donc pour nous, nous mettons tout le monde dans le même sac et nous considérons tout le monde comme réfugiés. Et on nous a demandé de les garder dans les camps, à la lisière du Rwanda, à un jet de pierre de leur pays. Et ça constitue un prétexte pour les Rwandais de dire que nous sommes en insécurité en 97. 96, ça n'a pas tardé, la guerre de libération. Mais aujourd'hui, tout le monde, avec un peu de recul, peut voir que c'était une guerre avec des agendas. Pendant que M. Laurent Désiré Kabila parlait de la libération, peut-être de façon naïve, mais le Rwanda et l'Ouganda avaient un autre agenda, c'était d'exterminer les ex-FAR interahamwe, les Nalou, donc les rébellions sur notre territoire. Mais en même temps, venir mettre la main sur les institutions de la République démocratique du Congo. Et la suite, je vais vous épargner parce que les minutes nous sont comptées. Vous avez demandé ce qui s'est passé. Mais il y a eu la guerre de 98. Quand Mouzé a voulu s'affranchir de ses parrains du Rwanda et de l'Ouganda, le 27 juillet 1998, avec les communiqués que vous vous rappelez très bien, dit par le ministre Mwenze à la télévision, pour mettre fin à la coopération militaire avec le Rwanda. 4 jours, 5 jours après le 2 août, c'est le déclenchement de la guerre. Nous sommes partis d'accord en accord mal appliqué jusqu'à ce jour. On a eu l'accord de Lusaka le 10 juillet 1999. Nous avons eu, après Lusaka, l'accord global inclusif entre Congolais. Mais nous avons eu l'accord de Luanda, d'abord Pretoria avec le Rwanda, le 7 juillet 2002. Et on a eu le 30 septembre 2002 l'accord avec l'Ouganda. Mais nous avons eu après le plan de désengagement de Kampala. Mais tout cela n'a pas fonctionné, mais ça nous a permis d'avoir une transition 1+4 où nous les Congolais, nous devrions nous approprier toutes les recommandations et résolutions des Sun City que nous avions signées nous-mêmes partiellement. Nous nous sommes tous focalisés et rattrapés par la même maladie.
Nous sommes focalisés seulement sur les élections où tout le monde était sûr de se taper une place au soleil, c'est-à-dire préoccupé par son propre agenda. Je vais aller secouer ma base, je serai élu et l'affaire est terminée. Alors qu'il y avait la question de la mise en place d'une armée nationale républicaine, la question de la réconciliation, la vraie réconciliation nationale à travers la commission Vérité et Réconciliation, il y avait la question des droits humains avec l'instauration d'un organisme pour désormais éviter qu'il y ait toutes ces exactions, violations flagrantes des droits de l'homme. Il y a eu beaucoup de résolutions qui sont restées lettres mortes. Nous avons fait les élections de 2006, un brin d'espoir. Et c'est toujours en dents de scie que nous évoluons. Tout le monde était content en disant, tiens, il y a des élections au Congo, il n'y en a jamais eu de parfaites nulle part, mais une tricherie peut-être acceptable à l'époque, puisque finalement Jean-Pierre Bemba a accepté les résultats, ce qui est un geste démocratiquement à saluer. Mais nous avons commencé, chacun à sa place. Nous à l'Assemblée nationale, les autres au gouvernement, d'autres au Sénat plus tard, et on a commencé à gérer la République. Les démons de la division et du clientélisme politique qui nous a rattrapés. Parce qu'ici, nous devons savoir une chose. Quand on est élu, on n'est pas là pour être autorité morale de son parti politique. Quand on est élu, on n'est pas là pour servir son ethnie en tant que député. On est élu pour servir la cause commune des Congolais. Et quand on est président de l'Assemblée nationale, on est président de tous les députés, pas d'un camp. Oui, aujourd'hui on n'est pas venu parler, je sais que vous faites allusion à mon passage à l'Assemblée nationale. Exactement. Je ne voudrais pas qu'on parle de moi. Ça fait partie de votre parcours. Ça fait partie de mon parcours si vous voulez. Je vous laisse vous me juger. Okay. Et les étudiants tout à l'heure ils vont me juger parce que tous les Congolais avaient suivi mon discours du 7 janvier 2007. 9 janvier 2007. Je me suis adressé aux députés pour dire, moi Vital Kamerhe, je ferai de l'Assemblée nationale notre temple de la démocratie. Je serai l'église au milieu du village et je n'avais pas eu honte de dire que je vais copier Monseigneur Mosengo tout en sachant que je ne vais pas l'approcher. Et donc j'essaie de le faire et je crois que notre technique était simple. C'était l'amour pour le Congo. Et en disant que les opposants, comme ceux de la majorité, sont des Congolais, il faut leur donner un espace d'expression. Et notre deuxième raison, c'était quoi? Nous croyons à la dialectique et nous pensons que la contradiction est la meilleure des choses pour faire avancer la République. Le pouvoir arrête le pouvoir. Ça, c'est Montesquieu. Une parenthèse que vous avez ouverte, que j'ouvre aussi, que je veux refermer rapidement. Lorsque vous regardez l'Assemblée nationale aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à quand vous étiez président? On a maintenu le cap ou on est descendu trop bas? Non, ça c'est une question piège, encore une fois de plus. Parce que je pense que quand on parle de questions d'actualité, je voudrais que nous fassions un effort pour nous élever. Éviter de singulariser, éviter d'individualiser les questions, mais je vais quand même répondre à votre question. Là, c'est un jugement que je ne porte pas seulement à l'égard du président de l'Assemblée nationale, de l'institution dans son ensemble. Il y a dysfonctionnement de toutes les institutions à ce moment. Parce qu'au terme de notre Constitution, chaque institution a ses attributions, ses prérogatives. Le député national, son rôle, c'est d'élaborer les lois, les voter. Son rôle, c'est contrôler le gouvernement. Mais la question que nous devons nous poser, toutes les questions d'actualité, toutes les questions d'interpellation à l'égard des ministres, la motion de défiance à l'égard du Premier ministre, je vous laisse répondre. Ça s'est passé comme vous auriez souhaité, vous, en tant que journaliste. Vous êtes aussi congolais comme tout le monde. C'est moi qui pose des questions et je reçois le président de l'UNC sur ce plateau. Donc c'est à lui de répondre aux questions. Mais nous avons aussi l'assistance des étudiants. Oui. Les étudiants, quand ils auront la parole, ce sont des meilleurs juges parce que je sais qu'ils sont incorruptibles. Ils sont très sévères. Pas les amadoués. Non, je ne suis pas entre les amadoués. Je suis étudiant moi-même, ne vous en faites pas. Donc je ne suis pas sorti de nulle part. Je connais bien l'alma mater congolais et je sais comment ça fonctionne là-bas. On ne peut pas corrompre les étudiants. Ils ont vu, ils ont vécu et ils sont en train de vivre. Alors qu'ils nous disent ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils ont vécu hier et ce qu'ils voient aujourd'hui. C'est tout. D'accord. Alors, par rapport à la situation de l'Est, revenons-en. Il y a eu un accord cadre signé à Addis Abeba. Que pensez-vous de cet accord cadre avec le déploiement de la brigade d'intervention dans l'Est? Peut-on dire qu'aujourd'hui, cela est une panacée pour la situation?
Non, avant de parler de l'accord cadre, il faut rapidement rappeler qu'il y a eu plusieurs tentatives pour apporter la paix dans notre pays. Nous sommes partis de Lusaka. Nous avons eu Lusaka, nous avons eu le plan des engagements, nous avons eu l'accord de Pretoria avec les Rwandais, nous avons eu l'accord de Luanda avec les Ougandais, nous avons eu le processus de Maputo initié par le président Thabo Mbeki et nous avons eu le déploiement des casques bleus pour essayer de nous départager et le retrait des troupes rwandaises et ougandaises sur le territoire congolais. On a eu la commission de pacification de l'Ituri. Nous avons eu l'accord global inclusif entre les Congolais. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous en sommes à l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais nous avons eu une date de référence dans notre pays. C'est le 28 novembre 2011. On a organisé les élections, mais il y a eu avant le 28 novembre 2011. Nous voyons déjà les dangers venir. Quand je dis nous de l'opposition et de la société civile. C'est comme ça que l'opposition et la société civile, nous n'avons pas hésité un seul instant de demander à la communauté internationale, au gouvernement, de faciliter un dialogue entre nous pour que nous puissions ensemble préparer, baliser les chemins des bonnes élections. Parce que nous voyons les dangers venir. Nous avons eu les élections, mais ces élections, nous devons noter tous, c'est un secret, des polichinelles, ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a eu les différentes missions d'observation qui nous ont révélé finalement que c'était les élections les plus chaotiques au monde, truffées de tricheries, et qui nous ont donné des résultats qui ont malheureusement entamé la légitimité du pays, la cohésion nationale, le consensus national. Donc nous avions, après les élections, une crise de légitimité. Il y a eu la première tentative, c'est le comité Balanda, vous le savez très bien, c'est un comité qui avait été institué par le président de la République et la CENI. Et nous nous disions, ce comité, parce que l'autre maladie dont nous souffrons, nous les politiciens congolais, quand une proposition vient du gouvernement, nous la rejetons, sans l'examiner. Et quand elle vient de l'opposition, le gouvernement la rejette sans l'examiner. Nous avons lu la proposition du professeur Balanda et son comité. C'était acceptable à nos yeux, moyennant quelques modifications. Moi, Vital Kamerhe, j'avais été contacté, au même titre que M. Etienne Tshisekedi et le président Kabila. Ils avaient eux-mêmes ciblé les acteurs principaux. J'ai répondu, j'ai dit je suis d'accord avec cette proposition. Il y a eu le comité permanent, dont la CENCO et le comité permanent des évêques du Congo. Ils ont vu le président Kabila, ils ont vu le président Etienne Tshisekedi, ils m'ont vu avec un mémorandum par écrit. J'ai répondu encore une fois que je suis d'accord avec cette proposition. Et puis finalement, il y a eu la proposition de l'opposition dans son ensemble pour permettre à notre pays de sortir de cette impasse. Et puis finalement, nous avions tous salué le 15 décembre 2012 le message du président de la République devant les deux chambres réunies en congrès, puisque finalement, il a parlé lui-même aussi des dialogues, il a parlé des concertations, mais quels que soient les concepts, oui, c'est vous qui ajoutez, moi qui devez arriver bientôt, vous avez bien fait de les rappeler. Et nous avons attendu, vous avez dit qu'il devait arriver bientôt, donc nous avons attendu jusqu'à ce jour. Et nous continuons à attendre. Mais entre-temps, nous avons eu Addis Abeba, le 24 février 2013. L'accord d'Addis Abeba a été trop critiqué dans la classe politique congolaise. Mais nous avons pris le courage, au niveau de l'Union pour la nation congolaise, le 26 février 2013, d'essayer d'expliquer que si nous, les Congolais, aujourd'hui la communauté internationale commence à nous rappeler les prérogatives qui relèvent de notre souveraineté, c'est parce que le pouvoir a horreur du vide. Nous n'avons pas fait ce que nous aurions pu faire nous-mêmes. Alors on nous rappelle comme des petits enfants. C'est une honte, alors que ce ne sont pas des têtes qui manquent dans ce pays et de cœur, parce que nous aimons notre pays. Le secrétaire général des Nations Unies, le 27 novembre, le 27 février, a nommé Mme Mary Robinson comme envoyé spécial. Un brin d'espoir encore. Et le 28 du même mois, il a expliqué ce qu'il entend par l'accord cadre d'Addis Abeba. Et au point 37, vous allez ouvrir son rapport, vous verrez qu'il parle bel et bien du dialogue qui n'exclut aucune partie. Repris d'ailleurs dans la résolution 2098 aussi. C'est de cette résolution dont je vous parle. Mais alors, quand vous suivez la classe politique congolaise, il y a toute une littérature autour des dialogues. Il y en a qui disent non, il n'y aura pas de dialogue, ce sont des concertations. Il y en a qui disent non, ça sera des pourparlers. Et nous sommes très forts
est très fécond pour créer des concepts, mais ici c'est le contenu qui compte. Vous irez à ce dialogue, vous, personnellement, vous êtes prêt pour ce dialogue? Non, nous devons nous poser d'abord la question de savoir, quand nous parlons du dialogue, ça signifie qu'il y a un problème. Quel est le problème que nous voulons résoudre par le dialogue? Sinon, ça sera un show, ça sera un spectacle de plus qu'on va offrir au peuple congolais. Si nous voulons aller au dialogue, nous devons ensemble, dans le cadre d'un comité préparatoire, avoir un certain nombre d'entendements sur les questions à résoudre et la manière d'aborder ce dialogue. Nous disons, nous allons pour faire quoi? Nous allons parce que dans notre pays, il y a à la fois la crise de légitimité, mais avec l'avènement du M23, c'est une situation aggravante. Nous avons la guerre à l'est du Congo. Nous allons au dialogue aussi avec un esprit qui doit être assaini d'une certaine manière. Parce que les Congolais, nous nous considérons souvent comme des ennemis partout. Même quand nous devons nous parler, c'est les biceps, c'est le cœur qui parle au lieu que ce soit la tête. Et nous disons, nous devons être sûrs qu'en allant dialoguer, nous devons privilégier un certain nombre de valeurs. Ce n'est pas le partage du gâteau, comme le pensent certains. Les valeurs que nous devons privilégier d'abord, c'est la tolérance. Être à l'écoute de l'autre. Et savoir que l'autre peut apporter. Vous pouvez aussi apporter ensemble, on peut construire quelque chose de nouveau qui ne vous appartient pas et qui ne m'appartient pas. Et c'est ça le nouveau Congo. Et nous disons que ce dialogue-là, nous devons lui donner la forme que nous voulons. Parce que si nous avons cerné les questions à résoudre, mais nous devons savoir nous y allons comment. Nous, de l'opposition, nous disons qu'il nous faut une facilitation neutre. Parce que nous sommes tous 6G et à la fois nous voulons être le président. Non, ce n'est pas bon. Nous disons, pour plus de crédibilité et de confiance envers tout le monde, il nous faut une facilitation nette. Et nous disons... de quoi? D'un gouvernement d'union nationale et d'une transition? Voilà, c'est la quatrième question. Nous devons savoir, si nous allons au dialogue, nous attendons à quel résultat? Voilà. Nous voulons, après le dialogue, que nous puissions nous engager résolument dans le processus de paix dans notre pays. Et chacun de nous doit œuvrer pour cette paix que les populations de l'Est, et même si l'Ouest n'est pas totalement en sécurité comme le centre, nous devons tous œuvrer pour que la paix revienne. Nous allons au dialogue pour que les amis qui ont l'habitude de prendre les armes pour se faire entendre et accéder au pouvoir, qu'ils signent un engagement devant le peuple congolais et le monde, que c'est la dernière fois ils ne prendront plus les armes et nous n'accepterons plus jamais qu'un seul Congolais prenne les armes pour s'attaquer à son pays et faire entendre sa voix. Mais ceci n'est possible que si, après le dialogue, l'objectif c'est de mettre en place un état de droit, c'est-à-dire où les gens peuvent exprimer leurs ambitions, ils peuvent revendiquer leurs droits, ils peuvent donner leur point de vue sans être ni empêchés, ni intimidés, ni arrêtés. Nous allons au dialogue pour jeter la matrice d'une armée républicaine. Nous allons au dialogue pour qu'ensemble nous y sortions avec un minimum pour notre peuple, c'est-à-dire un programme de gouvernement acceptable et réalisable et qui s'attaque aux vrais problèmes humanitaires, le social des Congolais, les infrastructures sociales de base et nous lancer sur la voie du développement. Merci beaucoup. Nous allons passer aux étudiants qui sont nombreux, qui veulent poser des questions. Alors, on peut prendre déjà la première question qui partira de... Je vous en prie, allez-y. Je m'appelle Christelle Toa, étudiant en première doctorat de la faculté de médecine à l'université Simon Kimbangu, membre du club d'élite. Monsieur Vital Kamerhe, ma question est celle-ci. Quelle serait votre réaction si aujourd'hui les législateurs pensent à modifier la constitution qu'un président peut renouveler 2 fois ou plusieurs fois son mandat? Je réponds au nom de Kirani Kabangu, étudiante à la faculté de sciences économiques et de gestion, l'université de Kinshasa, membre du club d'élite. J'aimerais savoir la lecture de M. Kamerhe par rapport à l'invalidation des députés nationaux à l'Assemblée nationale. J.C. Kosa, étudiant à l'INIKIN dans la faculté des sciences économiques et de gestion. Ma question est liée à l'économie. Quelle lecture faites-vous quand on parle le problème de la dette congolaise ne sera pas résolu tant que celui de la stabilisation du prix de matières premières ne sera pas réglé? Quelle lecture faites-vous? Parce qu'on sait bien que nos matières premières ne sont pas attribuées à leur juste prix. Je suis de Grâce Kanete,
étudiant en LD Marketing à l'ISES. Suivre le président au début de l'émission, il a épinglé la situation à l'est de notre pays. Ça montre que ça lui préoccupe aussi. J'aimerais savoir l'arrivée définitive des 3000 hommes à l'est. Est-ce c'est une solution transcendante ou bien c'est l'une des solutions ou bien selon vous ce n'est pas vraiment la solution pour résoudre ces problèmes? Je m'appelle Martin Stiloulou, étudiant à l'Université chrétienne internationale. Monsieur Vital Kamere, chrétienne internationale. Monsieur Vital Kamere, j'ai une question à vous poser. En 2006, revenons un peu à l'histoire. En 2006, vous avez été le proche collaborateur de monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République aujourd'hui. Vous étiez même son porte-parole. Et vous avez utilisé un style de marketing dans son parti politique. Vous avez même écrit un livre. Pourquoi avez-vous choisi M. Kabila? En vous regardant, comme vous avez parlé des démons de la division qui vous ont divisé avec lui, on mairie bien savoir quels sont ces démons de division. Vous n'avez pas encore jusqu'à aujourd'hui, nous les jeunes qui avons acheté ce livre, écrit encore un autre livre qui dit pourquoi vous avez quitté Kabila. Qu'est-ce que vous entendez pour écrire ce livre-là? Merci beaucoup pour les questions. Monsieur Vital Kamere, vous avez suivi les questions. Vous pouvez rencontrer les problèmes des étudiants. Non, d'abord, je voudrais féliciter les étudiants pour la première série de 5 questions. Elles sont pertinentes, hein? Donc il n'y a pas eu d'érédite. Et chaque question a son importance. Christian, toi, premier doctorat, Université Kimbangu, il a parlé de la modification de la Constitution. Et je voudrais d'abord comprendre une chose. Parce que nous, les intellectuels, vous, les jeunes, vous allez être à notre place. Nous n'étudions pas pour mettre notre intelligence au service du mal. Nous étudions pour que notre intelligence soit au service du bien commun et aussi du bien individuel. Il y a eu l'adoption de la Constitution et sa promulgation après référendum le 18 février 2005 déjà. Mais cette Constitution du 18 février a été modifiée 5 ans après, en 24 heures, au mois de janvier 2011. Tout le monde a compris que c'était pour des raisons électoralistes. C'était déjà rompre le pacte de Sun City. Bon, aujourd'hui, nous n'habitons pas en dehors du Congo. Nous avons vu d'abord la manière dont la loi sur la CENI a été votée dans la douleur, dans des discussions, la majorité au pouvoir s'accrochait à une certaine majorité qu'il fallait transposer au sein de la CENI, alors que par définition, c'est une instance qui doit être neutre. Deuxième chose, nous nous posons une autre question. Pourquoi pour les élections législatives, même s'il y a eu la catastrophe au niveau de la présidentielle, quel était l'enjeu? Dès lors que tout le monde savait que le président actuel, au cas où il gagnait, ce serait son dernier mandat. Alors pourquoi les gens se sont battus pour avoir une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale, avec des députés nommés et d'autres élus? Donc tout ceci, avec les écrits que nous sommes en train de lire ces derniers temps, peut nous faire penser à une certaine révision constitutionnelle. Allusion au nouveau livre du professeur Évariste Bochab. Hein? Il y a ces livres, il y a aussi... Entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. D'abord, le titre n'est pas bien choisi. Entre la révision de la Constitution et l'inanition d'une nation. Non, moi je pensais qu'on pouvait dire entre la consolidation de la paix, la stabilité, le développement et la révision cavalière de la Constitution. Quel est le choix qu'on doit faire? C'est ça le titre qu'on devait faire. Et ça sortira. Puisque nous y écrivons, vous lirez question ça. Directe, je vous en prie, question Oui. directe. Qu'arriverait-il si la Constitution est... Non, laissez-moi répondre d'abord à la question de l'étudiant. D'accord, c'est ensemble. Donc nous disons, pour le moment, il n'était secret pour personne que ce sont des ballons d'essai pour voir si les Congolais vont encore observer. Non, attention. Ici, il y a un enjeu. L'enjeu le plus important, c'est la survie de la nation congolaise.
ici, il y a eu peut-être beaucoup de gens oubliés. Et il faut qu'on rappelle à nos étudiants. Mais les gens là, en soutane, ce sont les évêques du Congo, n'est-ce pas? Vous connaissez l'église catholique, non? Vous savez qu'elle est implantée même dans la moindre localité de la République démocratique du Congo. Quand ces gens se lèvent et disent, dans leur mémorandum adressé au président de la République, pour dire que si on touche à la Constitution, il met en garde, le mémorandum n'est pas adressé à M. Kamere. Le mémorandum n'est pas adressé, voilà, leur mémorandum, il est là, puisque là c'était la déclaration de 2012. Leur déclaration est là. Il s'adresse bel et bien au président de la République, n'est-ce pas? Ils disent que nous avons déjà commencé à parler à nos fidèles. Si on touche à la Constitution, nous allons demander cette fois-ci au peuple congolais. Non, ça c'est vous qui le pensez. Je crois que si vous, dans votre maison, ou bien vous-même, vous n'avez pas entendu ce message, ou vous ne les vivez pas dans votre cœur, dans votre chair et dans votre âme, je regrette beaucoup. Mais je pense que la plupart des Congolais ici, je ne pense pas qu'il y ait un seul Congolais qui puisse accepter que nous puissions rentrer dans une présidence à vie au Congo. Non, je ne pense pas qu'il y en ait un ici. Lula était très important pour le Brésil. Il est sorti avec une intention de vote de plus de 80%. Mais il a dit, je ne touche pas à la loi suprême, ce serait un précédent fâché. Tous les présidents américains qui sont partis, est-ce qu'ils ne pouvaient pas continuer? On limite parce qu'on estime que celui qui va venir après, vous avez fait votre temps, vous avez apporté à la nation, c'est lui qui vient, il vient aussi apporter du neuf et on y va. Maintenant, la survie de la nation ici, c'est très important. Cette révision constitutionnelle, pour qu'elle passe, je crois que pour la plupart d'entre nous, il faudra marcher sur les cadavres des Congolais. C'est quelque chose de très important. Il faut qu'on prenne ça très au sérieux. Il ne faut pas que les gens jouent avec le feu. Je voudrais aussi dire une interview du maréchal Mobutu, finissant, avec Landou Salakassa. Il avait dit, mon cher Landou, si je devais recommencer, je ne travaillerai pas avec les mêmes hommes qui m'ont entouré, qui ont passé leur temps à me déifier, à me pousser dans les trous. Et Mobutu est parti seul. Les collaborateurs sont restés, ils sont devenus tous, pour la plupart, kabylistes, dont l'histoire risque de se répéter. Et là, je m'adresse directement au président de la République. Et donc, j'ai dit, pour moi, mon point de vue, je suis en train de lire dans le cœur des Congolais, il faudra, à ce moment-là, marcher sur les cadavres des Congolais. Et nous devons nous poser la question, cette révision constitutionnelle viendrait résoudre quoi? Quelle adéquation fait-on entre la révision constitutionnelle et la survie de la nation congolaise? L'adéquation, elle se trouve à quel niveau? Donc, pour celui qui a écrit, il veut nous faire croire que si on ne révise pas la constitution, la nation congolaise va disparaître, alors qu'elle est déjà en danger, en train de disparaître, justement, à cause de la dernière révision qui nous a plongé là où nous sommes. Donc, on va tout simplement, à ce moment-là, assister aux funérailles de la nation congolaise. Et nous mettons tout le monde en garde. Nous devons nous aimer et aimer notre pays. Merci. Si vous avez d'autres questions. Il y a Moleka de l'Ulikine qui a parlé de l'invalidation des députés. Et je voudrais le dire avec beaucoup plus de sérénité, d'autant plus que j'avais eu à faire face à la même question lors de mon mandat qui avait été interrompu de 2 ans et 3 mois. Comme vous vous rappelez très bien, on avait, au niveau de la Cour suprême de justice, rendu un arrêt. Et on m'avait demandé d'invalider les députés. Vous savez que l'arrêt de la Cour suprême de justice, dans le cas de séparation des pouvoirs, ça ne se discute pas, ça s'exécute. Mais j'ai voulu comprendre. J'ai écrit au président de la Cour suprême pour lui dire, oui, même si votre arrêt doit être exécuté, mais je relève quand même des petites erreurs, indépendamment de l'injustice qui a été faite contre les députés invalidés. Il y avait une dame qui s'appelait, à l'époque j'ai oublié son nom, et on l'a fait passer pour un homme, on lui a donné un sexe masculin, qu'on a invalidé, on lui a donné une circonscription qui n'était pas la sienne, et puis il y avait aussi une autre personne qui avait été invalidée, qui n'avait jamais été élue. Mais la Cour suprême très vite m'a écrit pour dire oui, vous avez raison pour ce cas-là. Cette femme-là, au moins, c'était une victoire gagnée, elle est venue siéger à l'Assemblée nationale. Mais quant aux autres, au niveau de la réunion interinstitutionnelle, j'ai dit non. Nous sommes dans des guerres récurrentes. Nous sommes dans des conflits sans fin à cause des frustrations, à cause des injustices. Je voudrais comprendre comment on a invalidé les députés sans recompter les voix. Et donc j'ai proposé à l'instance
interinstitutionnel, que les députés, ils ont été lésés, mais qu'ils ne le soient pas totalement. J'ai demandé que les députés gardent leurs émoluments et qu'ils gardent leurs avantages, en attendant que les recours introduits au niveau de l'Union interparlementaire aboutissent. Ces recours ont abouti, mais le gouvernement de la République démocratique du Congo, moi j'étais plus à l'Assemblée nationale, et le Parlement avait refusé d'appliquer ça. C'est le cas aujourd'hui, pour répondre à la question de Mme Moleka. Aujourd'hui, nous avons des députés qui ont été réellement élus et dont le mandat a été validé. On ne dit pas qu'ils ont triché. On ne dit pas qu'on s'est trompé sur leur compte. On parle de l'absentéisme. Alors, quand on parle de l'absentéisme, et c'est ce que nous devons corriger dans notre pays, il ne faut pas qu'il y ait des lois qui visent certaines personnes et qui épargnent d'autres. Quand on dit on va invalider les députés pour absentéisme, ce que je soutiens parce que j'étais président de la Chambre, mais il faut le faire alors pour les députés qui se trouvent dans la même situation conformément aux prescrits du règlement intérieur. Or, il se trouve qu'on a dénombré 11 députés de la majorité présidentielle qui se trouvent exactement dans le même cas et n'ont pas été invalidés. On n'a invalidé rien que les députés de l'opposition et nous savions qu'en première ligne, c'était Félix Tshisekedi qui était visé et les autres. Faire mal, toujours mal, et nous pensons que nous allons arriver au paradis. Non. Troisième question. Troisième question, j'ai dit Jean-Claude Kossa, bodigiste, je crois que c'est Jean-Claude. Hein? Ce n'est pas Jean Clarisse, économiste. La dette congolaise et la stabilisation des prix des matières premières, non, attention. Il faut éviter de faire de l'amalgame. Aujourd'hui, nous sommes même dans une situation où les cours des matières premières sont à hausse. Nous sommes dans un véritable boom en ce qui concerne les ressources minières. Le cuivre n'a jamais atteint le prix qu'il a atteint maintenant, et le cobalt, et l'or, et d'autres matières que nous avons ici chez nous. Le problème, ce n'est même pas le code des investissements. Le problème, c'est la gouvernance. Nous avons eu des contrats miniers. Ces entreprises minières, pour celles qui sont connues, je ne parle pas des fictives, puisqu'il y en a des fictives aussi. Le gouvernement congolais lui-même a dit que 30% de notre budget est apporté par ces entreprises du secteur minier. N'est-ce pas? Mais alors, pour les récompenser, on est en train de nous parler aujourd'hui encore, on doit revoir le code minier, peut-être on va faire encore la révision la révisitation des contrats miniers. Le problème ici, c'est le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et ce pillage est assis sur un système d'économie de prédation. Laquelle économie de prédation est entretenue par nos autorités, malheureusement ici au pays. C'est un cercle mafieux qui a des répondants en interne dans la région des Grands Lacs, malheureusement au niveau de l'international. Et donc pour résoudre ce problème, il faut une cure de cheval qui puisse amener à la fois la traçabilité, mais nous, le premier problème c'est d'abord nous les Congolais. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? Quel type de gouvernance? Qu'est-ce que nous voulons faire de nos matières premières? Et nous devons pouvoir proposer une gouvernance où nous supprimons d'abord toutes les taxes farfelues. Les taxes de l'ANR, les taxes de la DEMIAP, les taxes... La pression fiscale. Oui, il faut qu'on supprime toutes ces petites taxes inutiles. Et que nous puissions mettre l'état des droits en place. Sécuriser l'investissement, le climat des affaires, vous allez voir, tous les minéraux qui sortent par la voie illicite, l'opérateur économique va faire le choix. Il va me dire, mais puisque le gouvernement congolais a assaini les milliers des affaires, puisque les investisseurs congolais, les natifs, eux-mêmes trouvent leur compte, où est la classe moyenne congolaise? Elle est en train de disparaître. Donc c'est ça la question. Il faut amener tous ces investisseurs à comprendre que le problème c'est d'abord nous. Et quand nous allons avoir une bonne gouvernance, les coûts là additionnels qu'ils payent par le trichement vont être plus élevés que les frais à payer au guichet unique que nous mettrons en place. Cinquième question, résumez-vous, puisqu'il y a encore beaucoup de questions. Si vous pouvez nous donner le substrat de votre réflexion par rapport à ces questions. Oui, il a posé sa question pour savoir si... Avec le déploiement de 3000 hommes dans l'Est, je crois... S'il demande si c'est une solution. Voilà. Nous disons, encore une fois de plus, vous savez que la brigade d'intervention, c'est 3000 hommes. Mais cette brigade d'intervention, il faut d'abord la mettre face aux défis qu'il faut résoudre.
Quel est le défi qu'il faut résoudre? C'est-à-dire qu'il faut mettre fin à la guerre. Qui sont les gens qui sont actifs sur le terrain? Nous avons les FARDC, qui est l'armée régulière, nous avons le M23, nous avons tous les autres groupes armés, les Maïmaï et tous les autres, mais nous avons aussi les groupes armés étrangers, les FDLR. Mais quand on fait la comptabilité rapide et qui n'est pas exhaustive, vous êtes face à 60 groupes armés. Troisième élément, il faut savoir cette brigade d'intervention. C'est quel territoire elle doit pouvoir œuvrer. C'est du nord Katanga jusqu'à Dungu en province orientale. C'est-à-dire un espace plus grand que l'Europe occidentale. Est-ce que vous pouvez à la fois sécuriser l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Italie, l'Angleterre avec 3000 hommes? Nous disons non. Et donc, il faut qu'il y ait de préalable pour que cette brigade fonctionne comme ce fut le cas avec Artemis dans l'Ituri. Et là, c'est encore nous. Nous devons engager un processus politique sincère entre nous. Nous devons dialoguer et refaire la cohésion nationale. Créer un nouveau Congo et un nouvel homme congolais. Homme avec H, c'est-à-dire homme et femme, qui pensent avant tout Congo et qui pensent que le Congo peut jouer un rôle en Afrique et dans le monde. C'est très important. Sans cette cohésion nationale, la brigade d'intervention risque de vivre le cauchemar, malheureusement, d'une intervention mal préparée en Somalie à l'époque, en Irak, en Afghanistan. Donc il y a des exemples. Je n'ai jamais vu un seul coin du monde où la force internationale a gagné une guerre à la place de l'armée régulière. Prenons le bon élan, mettons en place notre propre armée. Et moi, je considère que c'est une injure. On a vu au Mali l'intervention française. Non, mon frère, c'est très facile de comparer le Mali au Congo. On parle de 3000 hommes. Vous voulez me dire, Peter, et les étudiants vous regardent, qu'on est incapable, parmi les ex-phases, parmi ceux qui sont venus après, de trouver 3000 hommes et que les Nations Unies donnent les moyens. C'est la motivation qui manque à nos militaires. Et là, il y aura une double motivation. Nos militaires, d'abord, ils sont prêts à mourir pour notre propre pays. Ça ne sera pas les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawites qui viendront mourir pour vous. Vous êtes en train de rêver debout. Et donc, nous pensons que la solution, c'est d'abord notre propre armée que nous devons mettre à l'aise, et les militaires et sa famille. C'est tout. Dernière question, un livre. Dernière question 2006, il a parlé de mon livre, pourquoi j'avais choisi Joseph Kabila. Les livres, il faut les remettre dans son contexte, n'est-ce pas? J'étais secrétaire général du PPRD, et moi j'aime bien faire mon travail. Nous sortions d'une transition, nous étions à la fin d'une transition, et avant cette transition, il y a eu 2 ans du président Kabila. Joseph Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, vous voyez, moi je suis vraiment déformé par l'exercice de la vérité. Vous êtes tous témoins, quand il est arrivé au pouvoir, il acceptait ce que M. Laurent Désiré Kabila n'acceptait pas, c'est-à-dire discuter avec les MLC, de Jean-Pierre Bemba, discuter avec les RCD, et puis discuter avec chaque voisin pour dire, bon, finalement, comment nous allons faire la paix? Il a privilégié la voie politique et diplomatique. Ça a créé la magie, puisque Massire a été réhabilité. On a eu le 1+4. Mais avant le 1+4, nous avions connu l'époque où Matungulu était ministre des Finances. Au bout d'une année, on nous a donné, je crois, si vous vous rappelez très bien, un prix de bonne gouvernance. Les pays étaient gouvernés dans la transparence. Pendant la transition, la même chose, parce que Jean-Pierre Bemba arrêtait Kabila, Kabila arrêtait Jean-Pierre Bemba, Rouberois, Hérodia, donc le pouvoir arrêtait le pouvoir. Et moi, j'avais dit au peuple congolais, et je l'assume, j'ai dit, nous pensons que c'est lui qui a mené le peuple congolais à cette transition qui a abouti, mérite le suffrage des Congolais. Maintenant, ce qui est arrivé après, ce n'est pas à Kamere d'apprendre à un chef d'État comment, et nous n'étions pas seuls, il y avait autour de lui plusieurs personnes, comment il devait remplir sa mission pour réaliser les 5 chantiers promis au peuple congolais. Donc, j'ai dit, mea culpa, et j'ai dit que seul Dieu ne se trompe pas, n'est-ce pas? Mais dans le contexte du passé, j'étais convaincu que c'était ce que je devais faire. Et je l'assume. Merci beaucoup. On va vraiment avoir Vital Kamerhe, un tribun de cette trempe sur le plateau. Le temps passe très vite. Si vous pouvez vous résumer, ça nous ferait énormément plaisir. Qu'on résume aussi les questions. Comme ça, nous allons... Voilà, j'ai plusieurs. Nous allons prendre 5 questions. Honneur à la femme oblige. Madame, je commence par vous. Ange Kabangou, étudiante à l'UDIKI, en classe de recrutement dans la faculté de droit et membre de club d'élite. Ma question est celle-ci.
Et j'aurais une sous-question si vous me permettez. Ne pensez-vous pas que l'Union de forces acquises au changement, en sigle UFC, serait un tunnel de sortie du trou dans lequel la RDC est plongée? Si oui, pourquoi c'est toujours pas le cas? Et ma sous-question est de savoir, que pensez-vous de l'indépendance de la RDC? Est-elle partielle ou totale? Moi, c'est M. Christian Belambela, ingénieur informaticien et ancien membre au cabinet du questeur adjoint de l'Assemblée nationale à l'époque dont vous étiez le président. Alors, ma question ou ma préoccupation est celle-ci. On vous accusait de la trahison parce que certainement vous étiez l'église au milieu du village à cette époque-là. Vous donnez vraiment l'occasion à l'opposition de s'exprimer comme il faut. Aujourd'hui, M. Vital Kamerhe se retrouve à l'opposition comme étant président des partis politiques. Est-ce que nous ne pouvons pas donner raison à la majorité et que vous devenez de plus en plus très à cette époque-là? Et voilà, aujourd'hui, vous êtes à l'opposition et vous préparez votre départ de la majorité à l'opposition. Voilà. Afia Maroy, étudiante à l'Université chrétienne internationale en pétrole et gaz. Ma question est de savoir quelle est votre évaluation sur la négociation de Kampala et l'arrivée des drones à l'Est. En deuxième licence sciences commerciales et financières à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. Je vais abonder juste dans la même optique du problème sécuritaire à l'Est. Monsieur le Président de l'INC, là où il y a le bruit de botte, l'économie ne va pas. J'ai constaté une chose, à chaque fois qu'il y a un problème, nous voulons essayer de remonter la pente sur le plan économique, il y a des troubles qui s'installent. Maintenant, je veux que vous puissiez être bref, à ce sens que quel est vraiment le vrai problème de l'Est? Est-ce que c'est un problème interne ou ça vient de l'extérieur? Et non, je vais terminer. Quelles sont, et vous essayez un peu d'énumérer les différentes faiblesses de la classe politique congolaise à combattre et les forces que nous devons exploiter pour remonter cette pente. Nous disons pour Ange Kabangou, il dit si nous sommes convaincus que l'union des forces de changement peut être un tunnel qui peut nous conduire vers la solution, j'ai dit oui. Nous devons nous mettre ensemble et nous avons entrepris déjà ce travail. Et nous serons ensemble pour qu'ensemble nous puissions changer les choses au pays. Vous avez raison et je vous donne raison à 100%. Votre question n'était même pas une question, c'est une contribution que j'enregistre et c'est une interpellation pour nous, la classe politique congolaise. Nous devons nous accepter chacun à sa place. La troisième question, c'est celle de Belabela qui était informaticien. Il dit, bon, Vital Kamerhe, on vous traitait à l'époque parce que vous laissiez un espace d'expression à l'opposition, que vous étiez un traître. Parce que je laisse un espace d'expression à l'opposition, sans en supprimer à la majorité, je deviens un traître. Donc c'est lui qui était idéal comme président de l'Assemblée nationale, d'après vous, si je comprends bien, puisque vous faites porte-parole de mes coéquipiers de l'époque. Ça devait être le président de l'Assemblée nationale qui devait museler l'opposition et laisser seulement un seul son de cloche, c'est-à-dire la majorité parler. Et le peuple congolais allait commencer à filmer la télévision, ça n'allait pas intéresser le peuple congolais. J'étais là d'abord, avant tout, pour le peuple congolais, et je crois que ce que nous avons fait, ce n'était pas pour nous préparer à aller vers l'opposition. Ça, c'est une grande première. Voilà un monsieur qui est numéro 2 du pays, président de l'Assemblée nationale, donc il est stupide, et il a comme projet. Donc je dois tout faire pour devenir opposant, c'est-à-dire ne plus être chef d'une institution. Est-ce que vous trouvez ça raisonnable, vous? Non. J'étais animé et j'étais obsédé par une seule chose. Montrer à la face du monde qu'il est possible que nous ayons une institution parlementaire qui fonctionne
comme le Parlement français, comme le Parlement britannique et les autres. Et je vous laisse vous-même juger le temps que nous avons passé à la tête, si je suis traître ou pas. La quatrième question, c'est Afia Maroy pour le pétrole, elle est dans le pétrole et gaz, les négociations de Kampala. Les négociations de Kampala avec les drones, vous avez dit, les négociations de Kampala, j'ai toujours donné ma position. Je l'avais dit avant, que le problème entre les CNDP et le gouvernement congolais, puisque c'est les CNDP qui avaient signé l'accord du 23 mars 2009, ce n'est pas les M23. Il y a d'abord un problème sur le plan juridique qui se pose. Les signataires de l'accord se trouvent aujourd'hui dans la majorité présidentielle. Et même dans la délégation du gouvernement à Kampala, face à son enfant qui s'appelle M23. Et donc, j'avais dit que cette question n'a aucune portée nationale. C'est un accord privé entre les gouvernements et le M23 et ne pouvait en aucune manière résoudre le problème des Congolais qui sont multiformes. Il fallait plutôt, tout en tenant compte de cette donne M23, mettre tout le monde dans un grand forum autour d'une table ronde de tous les Congolais. Et c'est ce que nous avions appelé avant tout le monde le dialogue national. Les drones, il y en a en Afghanistan, il y en a en Irak, il y en a partout. Les drones ne remplaceront jamais les Congolais dans leur détermination de construire une nation forte au cœur de l'Afrique. Et les drones, comment ces drones vont faire une différence entre les Maïmaï, entre les FRDC, entre les FDLR, entre les Nalou, entre les M23. Donc on va mettre des signalisations pour dire voilà, c'est les Maïmaï là-bas. Non, les Maïmaï pendant la journée, ils sont comme vous et moi. Ils sont dans leur tribu, dans leur maison, ils vivent dans leur famille. Et les Maïmaï avaient été créés par le gouvernement, il ne faut pas oublier ça. C'est M. Laurent Désiré Kabila qui avait lancé le mot d'ordre, que chaque Congolais là où il est, qu'il puisse défendre sa portion de terre. C'est oui ou non? Et alors, les Maïmaï ont été abandonnés, on a favorisé les CNDP, on a favorisé les RCD, on a favorisé les MLC, on a favorisé les RCD national dans l'attribution des grades de l'intégration dans l'armée. Et tous ils se sont sentis frustrés, et qui étaient des défenseurs de la République, ils commencent petit à petit à devenir un problème pour la société. Et nous disons ceci au niveau de l'Union pour la nation congolaise. Il y a moyen pour, nous n'avons pas parlé de la jeunesse malheureusement, il y a moyen de transformer les Maïmaï aujourd'hui, des combattants, en acteurs de développement. Il faut créer les centres de formation professionnelle. Les jeunes gens qui n'ont pas vocation d'être militaires, ils vont là-bas, on les forme rapidement, ils deviennent agriculteurs, ils deviennent éleveurs, ils deviennent cantonniers, ils deviennent des aides, des ingénieurs sur les chantiers. Au lieu de voir ces spectacles désolants des Chinois qui viennent mélanger les ciments et même conduire les bulldozers. Est-ce qu'un Maïmaï, si on les forme après 3 mois, il ne peut pas conduire un bulldozer? Si on lui donne $100, il va retourner encore dans la brousse? Donc nous disons de la même façon, en ce qui vous concerne, vous les jeunes, parce que nous n'aurons pas l'occasion de le dire, pour les étudiants, nous avons toute une vision pour nos jeunes. Si nous voulons réellement que vous puissiez faire mieux que nous, nous devons mettre dans de bonnes conditions. Quand on fait des calculs simples aujourd'hui, chaque parent doit débourser, si on calcule les syllabis et tout, c'est $3 000 par an. Mais quels sont ces parents, quand on divise par 12, quels sont ces parents qui vont avoir ce montant pour un étudiant? Les étudiants ne vont pas étudier. Il faut penser à la bourse, il faut penser à l'amélioration des conditions d'infrastructure et même la bibliothèque. Il faut penser à la restauration des étudiants où vous avez vos cartes. Vous payez au prix qui convient à votre bourse et vous mangez à l'université. Et donc, les étudiants, il n'y a pas que vous, nous disons, tout le monde ne doit pas devenir étudiant. Nous devons créer les écoles professionnelles. Parce que maintenant, nous avons un vide entre ceux qui n'ont pas étudié, qui n'ont aucune expertise, et les savants qui sortent de l'université. Cette main-d'œuvre intermédiaire n'existe plus. Alors il faut réhabiliter l'école professionnelle. Il faut penser à l'enseignant. On ne peut pas penser aux étudiants sans penser à l'enseignant et à l'enseignement. L'enseignant doit être mis dans de bonnes conditions et on doit faire la réforme de ce qu'on vous enseigne. Voilà ce que nous pensons. Cinquième question. J'ai fait une diversion, n'est-ce pas? Mais il fallait que je parle de vous puisque vous êtes en face de moi. Je vous ai demandé avec beaucoup d'intelligence. La 5e question, c'est Ongola, ISS, pression sécuritaire à l'Est. Il dit là où il y a des bruits de bottes, l'économie ne marche pas. Et oui, c'est vrai, vous avez raison. Il dit quel est le vrai problème? Le vrai problème, le plus important de tous, c'est d'abord nous, le Congo. Pourquoi les gens entrent et sortent?
il n'y a pas de sentinelles, il n'y a pas de bergers allemands, il n'y a rien pour garder toutes ces richesses que nous avons. Donc l'armée n'existe plus dans notre pays, nous l'avons reléguée au cadet de nos soucis. Et comment voulez-vous qu'un militaire qui n'a pas de bottes, un militaire qui n'est pas nourri, qui est mal payé, le salaire est détourné, puisse défendre le territoire? Comment voulez-vous, là où il n'y a pas de déploiement d'armée, que les gens qui sont à côté de nous ne soient pas, comme on le dit dans la prière de notre Père, ne nous soumet pas à la tentation, puisqu'ils regardent l'or, ils regardent le coltan, ils disent, mais ils essaient la première fois, aucune riposte. Deuxième fois, rien du tout. Mais la troisième fois, ils arrivent jusqu'à Kinshasa. Oui ou non? Alors donc, c'est nous. Et nous disons, comment nous en sortir? Pour nous en sortir, il n'y a pas 36 solutions. Nous devons passer à un nouvel homme congolais. Ce nouvel homme congolais, pétri des valeurs spirituelles, des valeurs intellectuelles, morales, et qui pense avant tout Congo, et valeurs patriotiques. Et ce nouvel homme Congo, c'est lui qui va nous amener un nouveau leadership, rassembleur visionnaire. Parce que ceux qui gagnent ne doivent pas tout gagner. Ceux qui perdent ne doivent pas tout perdre. Nous devons nous mettre ensemble pour construire notre pays. Nous devons passer à une vision partagée d'un Congo que nous voulons. Beau pour nous, mais un Congo qui va jouer un rôle pour les autres dans la région. Un Congo qui va jouer un rôle dans le monde. Voilà ce que nous devons faire. Merci si nous beaucoup. le faisons avec une justice assise sur des vrais piliers d'une vraie justice, mais le Congo va avancer. Deux petites dernières questions. On parle de croissance en République démocratique du Congo, le bilan Matata. On projette vers 2016 la croissance à 2 chiffres, mais cette croissance contraste avec les réalités du terrain. Analysez-vous cette croissance créée par le gouvernement Matata? Mais vous avez répondu à votre question. Vous avez dit que cette croissance contraste avec les réalités existentielles, les conforts, les conditions de vie des Congolais. Vous avez répondu. Mais moi, je voudrais qu'on parte des principes encore une fois de plus. Je vous ai dit que je ne suis pas venu aujourd'hui pour citer les noms des gens, Matata, tel nom. Partons de ce qu'on nous a présenté. On a dit au peuple congolais que nous avons 5 chantiers, n'est-ce pas? Le premier chantier nous a parlé des infrastructures, c'est-à-dire ponts, routes et rails. Où sont les routes, où sont les rails? Les quelques tentatives dans la ville de Kinshasa, est-ce qu'à Popo Kabaka il y a une route? Est-ce que dans votre village, on a construit la route qui était prévue dans le cadre des contrats chinois? Est-ce que le pont qui était proposé ont été faits? Les 2000 km de rails ont été refaits? J'ai dit non. On nous a dit le deuxième chantier, ça serait l'éducation. L'éducation, d'abord l'emploi, les investissements. Est-ce qu'il y a eu moins de chômeurs qu'avant? J'ai dit non. Au contraire, il y a des maisons qui sont en train de fermer. L'Encore est en train de fermer, c'est une société minière. Fescantum a déjà fermé à cause des tracasseries administratives au Congo. Donc, talonné par le temps. D'accord. Troisième chantier, vous avez parlé de l'éducation. L'éducation, ça signifie que nos enfants ont accès facilement à l'éducation. Nous sommes en face des étudiants. L'accès est facile? Alors, nous disons, quatrième chantier, c'est l'eau et l'électricité. Les étudiants sont dans les homes, d'autres sont dans leur maison. Vous avez facilement l'eau et l'électricité? Et alors, le cinquième chantier, c'était quoi? Le cinquième chantier, vous le savez très bien. Le cinquième chantier, c'était la santé. Est-ce que les étudiants sont soignés facilement? Est-ce que nos familles sont soignées facilement? Alors, je vous laisse vous-même tirer la conclusion du bilan des différents gouvernements. Que représente pour vous Nelson Mandela? Nelson Mandela, c'est une icône, et si vous ne l'avez pas posé la question, j'allais continuer à lui rendre hommage et lui souhaiter prompte guérison. Nous sommes devant un homme d'exception. Peut-être pour que les étudiants comprennent, Nelson Mandela, 27 ans en prison, torturé. D'abord en prison, il commence à enseigner là-bas, à Robbenland. Il enseigne les gens en prison. Il quitte la prison. Avec toute la popularité qu'il avait, on le pousse à se venger du non. Dieu n'a pas dit ça dans la Bible. Moi, je vais embrasser mon ennemi et je vais le changer. J'accepte d'être vice-président de mon bourreau, Frédéric Leclerc. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour la première fois dans l'histoire, on donne le prix Nobel et aux persécutés et aux bourreaux. Et voilà, il a instauré un pays arc-en-ciel chez eux. Il faut savoir aller mollo. Il était vice-président, il est devenu président, il a quitté les affaires, il a donné aux jeunes et ça fonctionne. Merci beaucoup, Monsieur Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation congolaise. Merci d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. Nous osons croire que ce n'est pas la dernière fois. Quand les étudiants auront besoin de vous, vous serez présent pour eux. Merci. Je tiens à remercier tous les étudiants qui sont venus, de l'INIKIN, de l'IFASIC, de l'ISTA, de l'IBTP, de l'ULK, de l'Université internationale, de l'Université Kimbangu, de l'Institut supérieur des statistiques.
J'ai oublié un institut de l'ISC, mes voisins, ok. Donc, nous avions plus de 10 universités ici. C'est un grand honneur pour moi de m'avoir adressé à cet aéropage d'intellectuels et j'espère que vous ferez mieux que nous. Il faut privilégier l'excellence, aimer votre pays, levez-vous et marchez, jeunes gens. La libération de ce pays, c'est entre vos mains, pas quelqu'un d'autre. Merci beaucoup et merci à l'équipe qui vous accompagne. En tout cas, grand merci aussi à vous, tous les fidèles téléspectateurs de la sympathique attention que vous nous accordez. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Et nous disons toujours dans cette émission que nous partageons tous la responsabilité que l'histoire a mis entre nos mains. Notre avenir, l'avenir de notre nation, en dépend aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission terminée. Au revoir. Merci. Hypocrisie dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. La dictature dans la politique.